Professeur Zizou, chef de service d'urologie à l'hôpital d'Agadir. Et qui va nous parler de l'examen d'une femme incontinente. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité à cette deuxième journée nationale de l'incontinence urinaire. Bien entendu, c'est un sujet qui nécessite encore de grands efforts de sensibilisation, surtout qu'on a aussi l'opportunité de bien traiter parce que les traitements sont efficaces. Alors, l'intitulé de ma présentation, c'est l'examen d'une femme incontinente. Alors, une bonne prise en charge de l'incontinence urinaire nécessite évidemment une bonne évaluation clinique qui va permettre à la fois d'établir le diagnostic, d'évoquer le mécanisme et aussi de guider le choix de notre traitement. Je ne vais pas répéter, donc il y a les trois grands types d'incontinence urinaire, d'effort, par urgenturie et mixte. À l'effort, l'apparition de ces fuites lors d'un effort qui va causer une hyperpression abdominale, et cela est lié soit à l'hypermobilité cervico-urétrale ou bien à l'insuffisance sphinctérienne, ou bien les deux, comme l'a dit professeur Gamay. Il y a aussi l'incontinence urinaire par urgenturie, et là on parle de l'hyperactivité vésicale qui peut être idiopathique ou bien secondaire. Et là, comme vient d'être décrit, donc il y a plusieurs explications. Donc on part sur des théories encore plus avancées. Et aussi, il y a l'incontinence urinaire mixte où une composante prédominante serait plus gênante, et on va se concentrer dessus, mais qui pose énormément de difficultés de prise en charge aussi. Alors, qu'en est-il de l'évaluation clinique ou bien de l'examen clinique? Alors, tout d'abord, on va commencer par l'interrogatoire. Alors, à cette phase, il faut bien saisir ce que la patiente est en train de nous rapporter. Est-ce qu'elle est en train de rapporter une incontinence urinaire d'effort, ou bien par urgenturie, ou bien est-ce que c'est un contexte d'incontinence urinaire masquée, on va voir, et aussi est-ce que elle rapporte aussi une sensation de corps étranger, de boule intravaginale, avec associé parfois à des fuites urinaires. Donc, voilà ce qu'on va retenir. Par exemple, une dame âgée de 58 ans, ménopausée, avec des antécédents obstétricaux, et qui va donc rapporter directement qu'il y a des fuites urinaires qui apparaissent à l'effort depuis quelques mois. Alors déjà, on peut donner à la patiente un questionnaire, et le questionnaire validé, donc il y a une version courte qui est valable dans toutes les langues, y compris en arabe. C'est le questionnaire de l'ISIC UI Shortvation. Et avant d'examiner, il faut bien rassurer la patiente. Donc, avant de lui demander de passer à la table d'examen, il faut bien la rassurer, et bien entendu, cela doit se faire dans un milieu qui respecte l'intimité, un milieu rassurant. Et aussi, avant d'examiner, il faut bien poser la question, avant de la mettre sur la table, est-ce que la dame, elle a bien une vessie qui est pleine? Parce que sinon, il faut lui donner à boire un peu et patienter un petit peu. Voilà la position classiquement. On met la patiente en position gynécologique, les jambes écartées. Et voilà, je reviens sur l'interrogatoire. L'évaluation, bien sûr, des facteurs de risque, ça c'est aussi, et aussi des troubles fonctionnels associés. Alors, à l'examen clinique, ce qu'on va faire, on va visualiser la fuite. Donc, on va demander à la dame de tousser. Parfois, on doit patienter, parfois on n'arrive pas à visualiser la fuite d'urine du premier coup. C'est pour cela qu'il faut répéter les efforts de tousser, se reposer et de refaire cela. Parfois, on arrive à visualiser la fuite après 2 minutes. Le premier effort de tout, s'il n'y a rien, alors parfois c'est juste du retard d'apparition de la fuite. Donc, c'est ce qui va permettre de confirmer le diagnostic d'une incontinence urinaire d'effort.
Ensuite, va rester donc la question, est-ce que c'est l'hypermobilité cervico-urétrale ou bien l'insuffisance sphinctérienne qui est responsable de l'apparition de cette fuite? Alors, on va réaliser ensuite la manœuvre de soutènement urétral. Et actuellement, ce qu'on fait, c'est le TVT test ou bien le test d'Ulmsten. Donc, c'est à 1 cm en arrière du méa urétral. Donc, cela pourrait donner donc une idée sur l'efficacité d'une éventuelle bandelette TVT. On avait aussi l'habitude de faire la manœuvre de Bonnet, surtout à l'air où on faisait surtout de la colposuspension de type Birch. Donc, cela consiste à remonter le cul-de-sac vaginal antérieur derrière la symphyse pubienne à l'aide de 2 doigts vaginaux para-urétraux. Alors, le principe, c'est toujours de fixer l'ensemble cervico-urétral, mais il ne faut pas comprimer, il ne faut pas écraser la lumière urétrale. Donc, notre patiente est bien installée. Donc, après, on va redemander à la patiente de tousser, tout en appliquant donc le test de soutènement urétral, et on va voir donc la disparition de la fuite d'urine, ce qui va permettre donc de confirmer l'incontinence urinaire d'effort liée à l'hypermobilité cervico-urétrale. Alors, voilà, donc si jamais on a un test de soutènement négatif, alors dans ce cas, on peut dire que c'est une incontinence urinaire d'effort qui est liée surtout à une insuffisance sphinctérienne. Voilà sur cet algorithme, donc manœuvre de soutènement. Donc tout d'abord l'atout qui va donc permettre de visualiser la fuite. À ce moment-là, on confirme la présence de l'incontinence urinaire d'effort. Ensuite, la manœuvre de soutènement, soit elle est positive, dans ce cas, c'est l'hypermobilité cervico-urétrale. Si elle est négative, alors dans ce cas, c'est l'insuffisance sphinctérienne. Bien sûr, il y a d'autres tests de l'incontinence urinaire d'effort, le test de Marshall-Marchetti qui utilise des clans au lieu des doigts, le test de Miyazaki, qui utilise plutôt des cotons-tiges, le Q-tip test qui utilise un coton-tige lubrifié qu'on va placer dans l'urètre pour mesurer donc l'hypermobilité urétrale, surtout une variation de plus de 30 degrés. Actuellement, il n'est plus recommandé, surtout comme vient d'être mentionné par le professeur Gamet, qu'on peut avoir des femmes, il peut y avoir des femmes parfaitement continentes et qui ont cette hypermobilité urétrale. Donc, le Q-tip test n'est plus bénéfique. Il faut chercher aussi s'il y a un prolapsus, et on va chercher au niveau des 3 étages. Étage antérieur, on va chercher la cystocèle, et aussi au niveau de l'étage moyen, une hystérocèle, une colpocèle, et aussi au niveau de l'étage postérieur, s'il y a une rectocèle et aussi éventuellement une élytrocèle, surtout qu'il y a des facteurs de risque communs entre ces deux pathologies. Ensuite, on va classer donc le prolapsus. La classification la plus pratique, c'est celle de Baden-Walker et qui stadifie en 4 stades. Donc, le stade 1, le prolapsus reste intravaginal. 2, c'est affleurant la vulve. 3, ça dépasse l'orifice vulvaire. Et le stade 4, quand le prolapsus est totalement extériorisé. Il y a une autre classification qui est celle qui est recommandée par l'ICS, mais elle est plus adaptée pour réaliser des études surtout. Donc, cette classification nécessite la mesure de 9 mesures, en fait, dont 8 2 au niveau du vagin antérieur, 2 au niveau du dôme et 2 au niveau du vagin postérieur, avec 3 autres mesures supplémentaires, à savoir l'hiatus génital entre le méa urétral et la fourchette vulvaire, la longueur périnéale, donc c'est, voilà, vous voyez donc la flèche, c'est entre la fourchette vulvaire et le centre de l'anus, et il y a aussi la longueur vaginale totale, donc c'est de l'hymen jusqu'au point le plus profond, à savoir le cul-de-sac vaginal postérieur. Donc, les autres points, donc c'est surtout donc, des mesures qu'on fait au test de l'effort maximal, de poussée maximale, donc pour avoir une hyperpression, pour provoquer la descente
Donc, alors le A et le B, donc apical et basal. Donc, pour le grand A, A minuscule, ça désigne donc la partie médiane de la paroi vaginale antérieure. Et donc, il est situé à 3 cm du méa urétral. Donc, c'est ce point-là. Vous voyez donc ma flèche. Et généralement, il correspond au col vésical. Donc, ce point-là, il va varier entre -3. Alors, il faut savoir que le point de référence dans cette mesure, c'est la ligne de l'hymen qui représente le 0. Donc, tout ce qui est intravaginal, donc, ça va donner donc des valeurs négatives. Et quand le prolapsus est extériorisé, donc quand ça dépasse la ligne de l'hymen, on aura donc des mesures positives. Donc, pour le premier point, donc le quanta A minuscule, ça va donc aller de -3 à +3. Donc, +3, ça va correspondre surtout à une cystocèle, au degré maximal d'une cystocèle. Le BA, c'est le point le plus déclive au niveau du vagin antérieur. Et donc, lui aussi, il varie entre -3 cm et plus la longueur vaginale totale. Quand il y a donc un prolapsus extériorisé, c'est le degré maximal. Ensuite, on a le point C qui représente donc le col, et le D, c'est le cul-de-sac vaginal postérieur. Donc, quand le C et le D, donc quand il y a une distance entre le C et le D, ça peut témoigner aussi d'une hypertrophie avec allongement donc, du col utérin. Ensuite, il y a les deux autres points au niveau du vagin postérieur. Donc, le AP, c'est entre -3 et +3, et le BP, donc, c'est entre -3 aussi et plus la longueur vaginale totale. Et on va arriver donc à la classification à la stadification selon le POPQ qui va donner donc 5 stades. Le stade 0 où il n'y a pas de prolapsus observé. Le stade 1 quand le point le plus bas du prolapsus reste à 1 cm au-dessus de l'hymen, donc à -1 cm, -1 cm. Stade 2, c'est le point le plus bas qui se situe entre +1 et -1 cm de part et d'autre de l'hymen. Le stade 3, donc, c'est le point le plus bas qui est situé à plus de 1 cm sous l'hymen, mais la longueur de l'extériorisation reste au moins inférieure de 2 cm par rapport à la longueur vaginale totale. Le stade 4, tout point au-delà du stade 3, et à ce moment-là, le retournement complet vaginal. La longueur de l'extériorisation vaginale correspond donc à l'ensemble de la longueur vaginale. Alors, qu'en est-il de l'incontinence urinaire d'effort masquée? Alors, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, donc l'incontinence urinaire peut être masquée par une cystocèle, par effet pelote, par la fermeture de l'angle cervico-urétral. Alors, pour visualiser, pour identifier, pour démasquer cette incontinence urinaire d'effort, alors il va falloir réduire le prolapsus à l'aide d'une valve ou bien avec les doigts, et de demander donc à la patiente un effort de tout. Bien sûr, il va falloir aussi réaliser un examen neurologique du périnée, et on va évaluer donc la sensibilité, est-ce qu'il y a une hypoesthésie, une anesthésie en selle. On va aussi étudier donc le tonus des releveurs de l'anus, les réflexes anal et bulbo-caverneux. Et on va faire le testing musculaire des releveurs de l'anus. Donc, on va placer donc les doigts en crochet au niveau de la face postérieure du vagin, et on va donc coter de 0 à 5. 0 quand il n'y a rien, et 5 c'est quand il y a une contraction avec forte résistance. Alors, pour les examens complémentaires, il n'y a pas d'examen complémentaire systématique parce que dans l'incontinence urinaire d'effort, le diagnostic est évidemment clinique et reste clinique. Parfois, on peut avoir recours au pas de test. On va donc peser une garniture avant et après une série d'activités physiques ou d'activités quotidiennes. Le pas de test court, donc c'est durant 1 heure, et aussi long, 24 heures à 48 heures.
Le calendrier mictionnel, c'est très important. Donc, on va noter donc la fréquence des fuites urinaires et aussi on va chercher dans quelles circonstances apparaissent ces fuites d'urine. Et aussi, on va donc noter la fréquence et le volume des mictions et aussi les apports hydriques. Actuellement, on peut même proposer à nos patientes l'une des applications qui sont disponibles sur le smartphone. C'est encore plus pratique. Alors, en conclusion, l'examen clinique donc d'une femme incontinente, ça permet donc de diagnostiquer l'incontinence urinaire. Bien entendu, cette évaluation doit être réalisée dans un milieu adéquat, respectant l'intimité, la sensibilité de la question, et aussi, c'est un moment où on peut évoquer le mécanisme impliqué. On va aussi éliminer parfois des diagnostics différentiels, comme une fistule vésico-vaginale parfois, et aussi, ça peut donner une idée sur l'efficacité éventuelle d'une pose de bandelette sous-urétrale. Je vous remercie.